Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 11 novembre 2016. Mon nom est Bruno Lalonde et je suis en compagnie de mon jeune ami Fred Harding. Bonjour Fred. Bonjour Bruno, comment ça va? Bien, bien, toi? Certain, j'espère que tu te sens d'attaque parce que dans le cadre d'un projet dont je me tairai jusqu'à ce qu'il soit finalement complété, je conduis une enquête auprès des gens. J'aimerais leur poser des questions relativement à la cécité et la vie envisagée du point de vue d'un aveugle. Je sais que Bruno n'est pas aveugle, c'est peut-être pas exactement la personne à laquelle vous allez dire il faudrait que je m'adresse, mais non, justement, c'est là l'intérêt du questionnaire. Et Bruno, j'y vais tout de suite. Des questions par rapport à la cécité. Bruno, si tu étais aveugle, quelle serait la première chose que tu voudrais apprendre à faire pour l'intégrer à ton nouveau mode de vie? Sauf, bien sûr, on exclut tout ce qui est lire le braille parce que ça va de soi, c'est un lecteur, donc tu apprendrais le braille, mais ensuite. C'est évident que c'est pas la première chose que j'apprendrais. D'abord, je suis pas aveugle, mais je suis très myope. OK? D'accord? Ça peut te sembler un détail, là. J'ai j'ai réalisé que j'avais besoin de lunettes. J'avais 10-11 ans. Et j'ai grandi dans un univers. J'ai grandi dans une toile de Renoir, moi. J'ai grandi dans une toile impressionniste. Tout était ouateux, vaporeux, délicat, avec des teintes nuancé. Et je vivais dans une espèce d'univers fantasmagorique, qui n'est évidemment pas la cécité, mais qui n'est pas la réalité partagée par le plus grand nombre. Et puis, on a découvert, à la suite d'une chute assez brutale de mes notes scolaires, on a découvert que j'étais myope. Et de mots de tête, probablement. Non, j'avais pas de mots de tête. J'avais fini par développer... J'ai appris à faire de la bicyclette, par exemple, en voyant rien. J'étais pas aveugle. Parce que Stevie Wonder, lui, qui est un authentique aveugle, a appris à faire de la bicyclette en voyant rien. Alors, je peux deviner que Stevie Wonder, qui est une oreille absolue, hein, c'est un musicien extraordinaire, pouvait entendre le vrombissement des moteurs se rapprocher de lui, pouvait sentir peut-être même les dénivellations du trottoir, pouvait sentir toutes les nuances que sa roue, hein, les roues de sa bicyclette, pouvaient enregistrer dans leur mouvement. Et donc, quand j'ai eu des lunettes, quand j'ai fini par avoir des lunettes, j'ai trouvé la réalité atroce, tranchante, coupante. Ça a été une véritable épreuve. Je ne savais pas le monde l'est à ce point-là. Hey, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que est-ce que tu te souviens du film d'Antonioni, de Michelangelo Antonioni avec Jack Nicholson, The Passenger? Le passager, je pense. Rafraîchis-moi la mémoire, ma culture cinématographique est quand même assez importante. J'ai vu les films d'Antonioni, j'ai vu pratiquement tous les grands classiques du cinéma américain et européen. Donc, j'ai quand même... Mais c'est une culture qui date. Je peux vaguement parler de films que j'ai vus il y a 40 ans, par exemple. Ah bon, au moins tu as une mémoire à très long terme. Non, je dirais pas ça parce que j'ai fait mon éducation cinématographique, entre autres, au cinéma Outremont, qui présentait pratiquement tous les jours des grands classiques. Alors, j'allais au cinéma au moins 2 ou 3 fois par semaine dans la grande époque. Et je lisais des entrevues sur les cinéastes. Ah bon. Je lisais des entrevues que les cinéastes donnaient. C'est une grande, grande passion que j'ai toujours aussi pour le cinéma. Quoique, mon propre cinéma, hein, si je peux dire, le cinéma de ma propre vie m'occupe beaucoup. Je fais mon propre cinéma. Donc, je scénarise ma propre vie, je me mets en scène, comme la majorité de mes contemporains, à la fois sur les réseaux, sur YouTube, Facebook et tout ça. Et donc, me mettant en vedette, moi-même, j'ai fini par m'intéresser moins au cinéma des autres. Au cinéma que se font à eux-mêmes les autres, même. Tu vois ce que je veux dire? Oui. D'accord. Non. Donc, pour répondre à ta question, j'ai évidemment pas connu l'expérience de la cécité,
mais j'ai connu l'expérience du choc de la réalité. OK. Mais attends une minute. Pour répondre à ma question, Oui. et pour faire une réponse directe à ma question, aussi directe que l'a été ma question elle-même, D'accord. ça serait quoi la première chose que tu apprendrais à faire, que tu voudrais réapprendre pour l'adapter ou pour l'intégrer à ton mode de vie d'aveugle? La première chose que j'accepterais, non pas de réapprendre, parce que je sais bien faire cette chose-là, c'est l'hygiène. OK, d'accord. Non. Pour Tu vois, pas être dépendant. Regarde, t'as pas besoin de voir ce que tu fais pour prendre ta douche. T'as pas besoin de voir ce que tu fais pour te brosser les dents. Il y a un certain nombre de choses que t'as pas besoin de voir pour les faire adéquatement. Mais tu vas être sûr de ne pas te rentrer Non, évidemment, il est bien possible. la Tu tête vois, de ta brosse à dents dans le nez. Tu sais. non, bon, quand même. Tu sais, j'ai une petite idée. Je pense que je pourrais me brosser les dents en plein milieu de la nuit, sans allumer la lumière de la salle de bain, sans mettre mes lunettes. Je pense que je réussirais Mais à donc, les laver pareil. l'hygiène. Je continue. L'hygiène. Je continue. L'hygiène. Deuxième question. Quelle serait la chose qui vous manquerait le plus? Au fond, qu'est-ce qui te manquerait le plus de... Qu'est-ce que tu... C'est ça. Qu'est-ce que tu considérais comme une perte? Aller dans les musées puis À voir part, les ben, si tu fais abstraction de la lecture, Oui, ben forcément, parce que sinon Oui. tout va se rapporter à ça. Tu sais. oui, bon, si tu fais abstraction de la lecture, évidemment, je suis pas Borghese, hein. J'ai pas une mémoire exceptionnelle. Je pense que je souffrirais beaucoup à m'imaginer, à me remémorer les livres que j'ai lus, et j'aurais un véritable deuil à faire de toutes les lectures que je ne ferais pas. Oui, mais il y a des façons, non? Tu pourrais te faire lire des livres. Je sais que faut trouver un lecteur consentant, qu'il veuille. Oui, sans doute que ben là, je vendrais ma bibliothèque, hein, forcément. Je la vendrais, je cesserais mes activités de libraire. Et sans doute, oui, j'engagerais, probablement, c'est une bonne idée, tiens, si jamais je deviens aveugle, je la retiens, j'engagerais un lecteur, une lectrice, pour me lire les auteurs préférés. OK. Alors, sans doute, je m'installerais confortablement dans un fauteuil et je m'engloutirais littéralement dans une expérience audio de remémoration de mes auteurs préférés. OK, donc t'en découvrirais, tu donnerais pas nécessairement l'effort d'en découvrir de nouveaux. Si tu étais aveugle. Tu considérais le temps comme trop précieux pour... Oui, là, oui, c'est sûr que... Mais d'ailleurs, de toute façon, je ne fais que des bonnes lectures. OK, bon. En partant, je ne fais que des bonnes lectures. Je ne perds pas mon temps à lire des choses qui ne me conviennent pas. OK. Qui ne conviennent pas à ma complexion. Prochaine question. Excuse-moi, mais j'essaie d'en Vas-y, poser le d'accord, plus d'accord. possible. D'accord. Qu'est-ce qui serait la chose qui te manquerait le moins? La télévision. OK, la télévision. Oui, la télévision. Que je regarde déjà pas. Ou peu. Est-ce que tu penses que ça serait la réaction partagée par l'ensemble de la population et plus précisément aussi par le regardeur de télévision moyen? Est-ce que tu penses que pour le regardeur de télévision moyen, un choc tel que la perte de la vue, est-ce que pour lui ça serait révélateur? Il se dirait, j'ai perdu trop de temps à regarder la télévision alors que j'avais des yeux pour voir. Et que dirais-tu de l'hypothèse que celui qui regarde la télévision abondamment, au fond, s'aveugle? S'aveugle lui-même. OK, oui. Parce que, qu'est-ce qu'on voit là sur un écran? On voit toujours les mêmes choses. Oui. Bon, il y a des événements historiques horribles qui peuvent se produire, comme le 8 novembre dernier, l'élection de Trump est un événement horrible. Hein? Oui. De voir Trump en plein milieu de la nuit. Bruno, c'est des questions sur la cécité. Ça fait 9 minutes. Donc, regarde. Oui, la majorité des gens, sans doute, seraient mortifiés à l'idée de ne plus regarder leur télé, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font quand ils regardent la télé? Ils s'aveuglent. Ils ne voient pas la vie se dérouler devant eux. Ils ne voient pas la vie s'écouler hors d'eux. Une autre question. Excuse-moi, Bruno, mais j'essaie de... Ouais. OK. Si tu étais aveugle, est-ce que tu irais au-devant des autres ou est-ce que tu attendrais qu'on t'adresse la parole, qu'on engage la conversation avec toi? J'irais au-devant des autres en ayant en tête de magnifiques artistes comme Stevie Wonder, je suis mentionné, ou Ray Charles, qui étaient des êtres de joie, des êtres de musique. J'apprendrais un instrument de musique. OK. Parce que tu n'es pas obligé, encore là, pour apprendre un instrument de musique, tu n'es pas obligé de voir. Non. Tu peux
tu peux par l'expérience sensorielle, tu peux apprendre la musique. Alors oui, j'apprendrais un instrument de musique et sans doute j'apprendrais à jouer des musiques très gaies. OK. Est-ce que, si tu étais aveugle, comment est-ce que tu t'entrerais en contact avec les gens? Petit A, en leur serrant la main. B, est-ce que tu les toucherais du tout même? Est-ce que tu leur donnerais est-ce que tu les embrasserais dans tes bras plutôt? Ben, écoute, les gens, c'est difficile de les toucher aujourd'hui. Hein? C'est difficile de les toucher. En partant, les gens, ils veulent pas être touchés. Ils ont tellement besoin d'affection. C'est des brasiers de tendresse qui ne demandent qu'à être apaisés. Ils sont dans un tel manque d'amour que tu les touches, tu es englouti. T'es avalé par leur manque d'amour. Alors, tu les touches pas. Je les toucherai pas. Par contre, peut-être je leur sourirais bêtement. Hein? On s'attend toujours à ce qu'un aveugle, ça sourit comme un idiot. Sans doute, je leur ferais des sourires, et là, ils verraient bien que ma canne blanche, puis mes lunettes fumées. Je m'arrangerais pour être élégant aussi, pour être propre de ma personne, digne. Tu comprends? Okay. Mais c'est drôle ce que tu dis à propos du sourire, parce que justement... Peut-être que je leur réciterais de la poésie, tu sais, j'aurais un ou deux... c'est sûr, là, je dis je leur réciterais de la poésie, je peux pas leur réciter de la poésie. Non, mais tu pourrais leur demander de t'en réciter à toi. Tu te promènerais avec des recueils dans les poches de tes vestons, puis tu dirais, est-ce que vous pourriez m'exaucer, s'il vous plaît, mademoiselle? Ouais. Choisissez n'importe quel poème. Ouais, lisez-le-moi. Ouais, lisez-le-moi. Ouais, soyez gentil d'apporter un peu de bonheur à un pauvre aveugle, un pauvre vieil aveugle qui a déjà été un bon lecteur et qui ne peut plus lire. Soulagez-moi, jeune homme, soulagez-moi, mademoiselle. Une autre question. Si tu étais aveugle, est-ce que tu trouverais toujours de l'intérêt à fréquenter les musées? Non, sans doute pas. Non. OK. Est-ce que tu commencerais à fréquenter les théâtres, par exemple, si tu étais aveugle? Ah, déjà, c'est autre chose. Oui, peut-être. Oui, okay. Peut-être, oui. Parce que tu n'es pas un fréquenteur assidu des théâtres. Non. Que je sache. Non. Je fréquente assez peu le théâtre. Okay. Est-ce que tu trouverais encore un intérêt à regarder des films si tu étais aveugle? Non, aucun. Déjà, j'ai de la difficulté. C'est très rare maintenant que je trouve un film intéressant. OK, d'accord. Qu'est-ce que tu penses que les aveugles ne savent pas d'eux-mêmes et que les autres, tu sais, au fond, qu'est-ce que les gens cachent aux aveugles sur eux? Qui se murmurent, disons, ils se disent, on le dira pas trop fort, mais qu'est-ce que les aveugles ignorent sur leurs conditions, sur le regard que les autres posent sur eux? Ben, c'est évident. Je saurais pas trop dire ce que les aveugles pressentent de ce qu'on voit d'eux. Genre, je saurais pas trop répondre à cette question-là. OK. Et qu'est-ce que, si tu étais aveugle, encore une fois, quel serait un nouvel endroit que tu commencerais à fréquenter plus souvent que tu as négligé de fréquenter? Est-ce que ça serait, par exemple, les parfumeries? Est-ce que tu voudrais aller t'enivrer d'odeurs dans une parfumerie? Parce que... C'est sûr que perdre un des 5 sens, je travaillerais sur les sens restants, dont l'odorat. Évidemment, je développerais plus mon oreille, je développerais plus mon toucher. Et oui, probablement, oui, la question olfactive deviendrait centrale dans mon existence. Ouais, je dirais que oui. OK. Et comment tu verrais les voyages en métro si tu étais aveugle? Parce que tu prends le métro. Oui. Terrifiant, est-ce que tu les verrais comme... Oui, là, je pourrais répondre à ta question, comment les gens peuvent percevoir. Je m'en remettrais à la bonne volonté des gens. Je ferais confiance que personne ne me ferait du mal. OK, d'accord. J'aurais une vision rousseauiste du métro. L'homme est foncièrement bon. Tu comprends? Tu te souviens dans le film de Bertrand Tavernier, Coup de torchon, quand Philippe Noiret dit « Mieux vaut l'aveugle qui pisse par la fenêtre que celui qui lui dit que c'est l'urinoir » ou je me souviens pas. Non, je me souviens pas de ça, mais c'est bon. Donc, notre réflexion est toute en référence cinématographique aujourd'hui. Ah ouais, ben ouais. C'est ta passion, le cinéma, non? Oui, j'aime beaucoup ça. J'ai commencé très jeune. Quelle est une qualité qu'on leur prête aux aveugles? Est-ce que tu penses qu'on leur prête des qualités de visionnaires? T'sais? Est-ce qu'on pourrait penser que la vue dont ils sont dénués, si on veut, la vue physique, est-ce que tu penses que dans l'imaginaire, on leur prête une intelligence? Je crois pas qu'on prête aux handicapés, quels qu'ils soient, des vertus particulières. OK. Je pense qu'au contraire, on les voit comme des êtres en manque
en manque permanent. Je ne conçois pas aujourd'hui qu'on se dise il voit rien, donc il voit des choses, ou il voit rien, donc il est plus sensible. Je pense que l'amputation de l'un ou l'autre de nos sens, ou des handicaps physiques réels, invalidants, ne sont pas accompagnés par quelque chose de compensatoire. Non, je crois pas. Je pense qu'on trouve ça bien affreux, on est bien content de ne pas être comme ça. OK. Est-ce que ton rapport à la nourriture, quel serait-il? Ben déjà, j'aime beaucoup la nourriture. Alors, sans doute que je l'apprécierais davantage. OK. Est-ce que tu changerais ton menu? Mangerais-tu plus gras, plus sucré? Non, je vais toujours manger ce que j'ai voulu, moi. OK, d'accord. Mangerais-tu... OK, parfait. D'autres questions, parce que c'est important, là. Je conduis une enquête, moi, là. Vas-y. OK. Là, on est rendu à 16 minutes. Je vais essayer de répondre vite à tes questions, là. OK. Comment seraient tes visites chez le coiffeur si t'étais aveugle? Ça, les visites chez le coiffeur, tu auras remarqué, elles se font de plus en plus rares, ces visites-là, de moins en moins coûteuses. Et bref, non, ça, je pense que un bon clipper fait le travail, alors voilà. OK. Plus de ciseaux autour de ta face. Non. Ben, oui, j'aime être glabre. Alors, sans doute, j'apprendrais à me raser. Mais ça, je pense que même très aveugle, je pourrais essayer demain, en fermant les yeux, en me rasant, voir le résultat. Tu sais, je pourrais me pratiquer à être aveugle dès demain matin. Ne sait-on jamais. Mais je continuerai à me raser, ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose... Tu viens de Scent of a Woman, quand Al Pacino conduit une Ferrari? Ah oui, il est aveugle dans ce film. Il est aveugle et il conduit une Ferrari. Et il devine tout, hein. Justement, il est très, très olfactif, si ma mémoire est bonne. Oui. Puis il est amoureux, hein. Et il est amoureux d'une jeune femme qui est beaucoup plus jeune que lui. Mais il n'est pas amoureux. Mais elle l'aime. Non, il n'est pas question. Okay. Il n'est pas question d'un amour particulier. C'est juste que c'est quelqu'un qui adore les femmes et qui profite de chaque rencontre pour. Il les devine, il est pressant, il réussit à entrer dans leur onde, je dirais. Il réussit à s'imprégner de leur présence. Il est très très fin. Ah oui, ça, je me souviens de ça. Et il y a beaucoup d'esprit. Hein? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Exactement. Oui. Qui est conduit même à la dernière, au dernier courage de vouloir se suicider. C'est pas un courage. Roger Martin Dugard appelait ça le peu importe. Mais est-ce que toi, de la même façon, est-ce qu'il y aurait un interdit auquel qui te tenterait? Comme conduire étant aveugle. On n'y pense pas. OK. Non. Des conduites dangereuses comme ça? Non. Je ne changerais rien fondamentalement à mon mode d'être. Est-ce que tu voudrais une canne ou est-ce que tu voudrais un chien guide? Je pense que la canne, c'est un bel effet, non? Il y a une sorte d'élégance dans la canne. Le chien, c'est des pauvres bêtes, hein? Ils meurent jeunes, ils sont sollicités, puis j'aurais peur de m'attacher à ma bête. Moi, je suis très, très sentimental. J'aurais peur de me prendre de trop d'affection pour mon chien. Et comme c'est des chiens qui sont sans arrêt sollicités, ben, ils meurent très jeunes. Alors non, je dirais avec la canne. Une canne, je veux dire, quand ça se brise, tu pleures pas. Tandis qu'un chien, quand tu le perds, ben, t'as de la peine. OK, d'accord. Bon. Il ne me vient pas d'autres questions en tête. Je te remercie de t'être prêté à mon questionnaire sur la cécité. C'est quelque chose de très regrettable. Encore une fois, je ne le souhaite à personne, mais j'aimerais te soumettre ces questions-là dans l'espoir de m'éclairer pour une pièce que j'écris présentement. Ben d'accord, merci Fred. Alors je te laisse conclure la suite, le petit baratin habituel. Vous pouvez venir visiter Bruno à sa librairie Le Livre Voyageur sur Swale dans le quartier Côte-des-Neiges ou encore appeler au 514-736-0999. Merci d'avoir été des nôtres. Et on vous revient avec une autre vidéo. Bruno, en tout cas, va s'en charger. Il y a beaucoup d'opinions à vous faire. Bien des choses à vous dire sur Donald Trump. Il y a juste une affaire que je vais vous dire. J'ai pas suivi cette campagne-là pour toutes sortes de raisons. Et je regrette pas de ne pas l'avoir suivi. De toute façon, elle a été assez malodorante. Mais depuis qu'il est élu, je dors super mal. Et je pense à un ouvrage de Sebastian Hafner, un Allemand, qui a décrit comment l'atmosphère avait changé au lendemain du 30 janvier 1933, où Hitler a été nommé chancelier, comment l'atmosphère avait changé. Un journal où il notait quotidien. Mais attends, tu compares ces deux hommes politiques-là. Écoute, je les compare pour une seule et unique raison. Ils ont été élus sur de mauvais... en surfant sur des instincts meurtriers.
sur des très très mauvais instincts. Ils ont ouvert une boîte de Pandore. Là, Trump, la manière dont il a été élu, il a libéré des instincts mauvais, la part d'ombre de l'Amérique qui existe, qui est profonde. L'histoire américaine, c'est une histoire criminelle. Et il a ouvert, les mauvais démons sont sortis de la boîte. Là, sans doute, il va se calmer maintenant qu'il est devenu lui-même, qui a été admis dans l'establishment, il est le parrain à qui chacun va baiser la main, pour rester dans la métaphore filmique, à qui on va baiser la main, mais qui va prendre soin des intérêts de tout le monde, de l'oligarchie. Et là, les gens vont dire, finalement, il n'était pas si pire. Mais ce qui l'a amené là, la manière dont il a usé des mauvaises passions, des passions tristes, pour parler comme Spinoza, eh bien ça, je pense qu'il va avoir des retombées imprévisibles et extrêmement négatives. Je pense qu'on est rentré dans un processus de déconstruction, de déstructuration, qui pourrait avoir des conséquences inimaginables. C'est mon point de vue. Et j'invite les gens à lire le livre. Le titre m'échappe. Je pense que c'est le journal d'un Allemand ou quelque chose comme ça, de Sébastien Hafner, qui décrit comment l'atmosphère change. Je conclue juste là-dessus aujourd'hui. J'ai un client anglophone, d'expression anglaise, c'est un psychiatre à la retraite, quelqu'un qui fréquente ma librairie depuis 20 ans. Il y avait une ferme dans l'État de New York. Et il l'a vendu au printemps dernier parce qu'il me disait que depuis que Trump avait commencé sa candidature, avait commencé sa campagne au sein des Républicains. À partir du moment où il a gagné l'investiture. Avant. OK, avant. Avant. Et tous ses voisins avec qui il avait toujours été en bon terme, eh ben, étaient pro-Trump. Et il avait noté chez eux, c'est un psychiatre, donc quelqu'un quand même habitué et c'est un grand lecteur, donc il lit en français et en anglais, quelqu'un qui passe ses nuits à lire, le client en question. Il notait un changement d'attitude et de comportement de ses voisins, qui avaient toujours été affables, et là, qui ne l'étaient plus, qui, tout à coup, il dit, je ne m'étais jamais senti canadien. Parce que je pense que ça fait 30 ans que ça fait. Il dit, je ne m'étais jamais senti canadien, et là, tout à coup, je me sentais l'étranger. L'étranger. Et Trump a ouvert des portes, à mon sens, des portes infernales, qu'il aura bien du mal à refermer. Donc, cette prévision, qu'est-ce qu'on pourrait dire, oui? Apocalyptique. Bonne soirée.